Mais en fait, toute l'ambivalence, c'est de trouver un outil qui correspond à nos besoins, tout en se laissant une petite opportunité d'être surpris à certains endroits, parce que l'outil va pouvoir venir, va nous permettre de faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire auparavant. Et où là, il peut y avoir de la richesse. Ah tiens, je reprends l'exemple d'Asana. Ah tiens, on est obligé de se formuler des demandes hyper précises et parfois d'attribuer une tâche à son responsable. Ok, bah c'est intéressant en fait de se dire, je me rappelle d'équipes où ils m'ont dit: «Mais moi je j'ose pas», tu sais, ils chuchotaient un peu en me le disant: «Je n'ose pas attribuer une tâche à mon manager, c'est pas possible». OK, bah, pourquoi en fait? Donc là, il va y avoir aussi des prises de parole ou des choix qui vont être faits de dire, en fait, c'est OK de pouvoir attribuer une tâche qui peut paraître un peu comme un ordre, comme une demande, de dire, je OK, en fait, maintenant, chacun peut demander à son manager, à son collègue, de faire quelque chose. Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Giraudet, facilitatrice en intelligence collective et je vous emmène chaque mois à la rencontre de personnes inspirantes qui vivent ou font vivre la coopération dans un ou plusieurs collectifs. Avec mon invité, la semaine passée, nous avons parlé du métier de facilitatrice, mais plus particulièrement d'outils collaboratifs, puisque c'est son cœur de métier. Elle accompagne les collectifs à mettre en place, à utiliser les outils collaboratifs. Dans cette seconde partie, on va particulièrement parler de l'articulation entre facilitation, entre intelligence collective et les outils numériques. Bonjour et bienvenue Chloé. Bonjour Claire. Oui, pour résumer rapidement à nos personnes qui n'auraient pas écouté le premier épisode, mais pour leur donner envie de l'écouter, on a parlé outils collaboratifs, surtout toi, ce qui te concerne, les outils collaboratifs plutôt gestion de projet, donc tâches, responsabilités, etc. Puisque voilà, toi tu travailles plus particulièrement avec Asana. Bon, on a aussi balayé tout ce qui existait rapidement comme outil collaboratif, mais on s'est particulièrement intéressé à la gestion de projet. Et pour démarrer, oui, toi, comment t'en es venu justement à articuler outils collaboratifs et la facilitation d'intelligence collective? C'est une bonne question. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans les outils collaboratifs, c'est la partie collaborative. Bon, j'aime bien l'aspect pragmatique, technique. Je trouve que c'est aussi chouette d'avoir un support un peu concret. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de se dire comment est-ce que ça va venir aider les équipes à mieux travailler ensemble. Et donc la facilitation, l'intelligence collective m'est un peu tombée dessus par hasard. J'ai fait une journée où il y avait une personne qui a facilité notre journée et en fait, je fais partie d'un collectif d'entrepreneurs, ce qui rebondit un peu avec notre conversation de la première partie sur comment travailler de manière indépendante mais aussi en collectif. Et donc cette journée avec le collectif a été facilitée par une personne et en fait en une journée on a fait plus que ce qu'on avait fait en 6 mois ou même un an. Et je me suis dit, mais c'est puissant ça, j'ai envie d'aller creuser. Donc je me suis formée à la facilitation et à l'intelligence collective et j'ai constaté tous les ponts qu'il y avait entre le métier que je faisais déjà, qui était de déployer des outils collaboratifs, et la facilitation. La facilitation, pour moi, c'est déjà une aide pour déployer les outils chez mes clients, parce qu'en fait, je vais mettre beaucoup plus d'intelligence collective dans le projet de déploiement. On va dire qu'il y a 4 ans, quand je me suis lancée, on venait me chercher et c'était un peu, bon, bah, Chloé va déployer Asana et puis ça va être la personne qui va le faire et sur qui va tout va reposer. Donc ça voulait dire que quand je partais de l'entreprise, bah, il n'y avait pas vraiment l'autonomie et la partie, OK, on peut gérer nous-mêmes parce qu'il n'y avait pas cette appropriation de l'objectif, de l'enjeu. Voilà, c'est l'intelligence collective, c'était moi, quoi. Donc c'était pas très collectif, c'était plutôt de l'intelligence individuelle. Et donc la facilitation en fait vient m'aider dans le projet. La facilitation, je la mets au service du projet de déploiement. Comment est-ce que cet objectif, par exemple, de déployer Asana peut être un objectif collectif pour une équipe projet et puis plus largement pour une équipe. Et puis, donc ça, c'est vraiment pour moi, pour faire mieux mon métier. Ça me permet à l'occasion de ces déploiements, de montrer des éléments qu'on utilise en intelligence collective. En fait, en faisant des réunions
où il y a de la facilitation, bah, ça permet de diffuser ces pratiques de facilitation et de comment est-ce qu'on travaille ensemble. Donc ça vient nourrir aussi, moi, mon intention qui est de permettre aux équipes de travailler autrement et de mieux travailler ensemble. Et puis, à des endroits où je m'y attendais pas, ça vient en fait, les liens que je fais, c'est que par exemple, pendant ma formation sur la facilitation et l'intelligence collective, on a en fait énormément travaillé la posture de coéquipier. Pour permettre aux autres de mieux travailler ensemble, il faut aussi soi-même savoir travailler avec les autres. Et par exemple, sur un élément très concret, formuler des demandes dans une équipe projet, c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien faire. C'est-à-dire que dans une équipe projet, dans une réunion projet, il va y avoir des choses qui vont être lancées comme ça. Ah ouais, ce serait bien si on faisait ça. Voilà, des trucs qui sont un peu lancés comme ça. On espère, c'est jeté au milieu de la table et puis on espère que quelqu'un va s'en charger. Et en fait, dans moi, ce que j'ai découvert sur l'intelligence collective, il y a la force d'exprimer une demande, de dire moi j'ai besoin de ça et j'ai besoin de ça de la part d'eux et on pourrait faire ça. Et les outils collaboratifs et Asana, bah en fait, quand on crée une tâche et qu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose, étant donné que créer une tâche dans Asana, c'est vraiment, enfin voilà, il faut vraiment imaginer une to-do. On écrit le nom de la tâche, l'action qui est attendue, on attribue ça à une personne avec une date et éventuellement on met un message un peu plus long pour contextualiser. Ça oblige à formuler une demande et il faut vraiment être très clair et très précis parce que le nombre de mots, il est réduit. On n'est pas sur un mail qui fait 50 lignes. Et donc là-dessus, par exemple, bah, l'intelligence collective, je trouve qu'à cet endroit-là, elle se retrouve. C'est de réussir à faire avec les autres et de pouvoir formuler des demandes. Oui, oui, complètement. Et c'est effectivement, c'est quelque chose qu'on constate très souvent dans les collectifs, c'est qu'effectivement, il y a qu'à faucon, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre, bon, alors, on dit qu'il faut qu'on fasse ça, mais on n'attribue pas la tâche, on fait pas la demande, on vérifie pas que le collectif est en capacité Mm. de prendre cette charge-là. Donc, c'est assez troublant, enfin, c'est troublant, mais ça arrive très souvent en plus. Donc, c'est assez marquant, en fait, dans la difficulté de travailler ensemble, cette donnée-là. Le plan d'action, le qui fait quoi et quand, on arrive rarement à le faire si c'est pas un peu cadré en facilitation ou en intelligence collective et en gestion de projet, parce qu'il y a des gestions de projet où on fait pas forcément d'intelligence collective et on arrive au qui fait quoi, mais l'intelligence collective pousse aussi à aller jusqu'au bout de cette démarche de ok, il y a des idées, elles sont bonnes, on décide de les mettre en action, quoi. Exactement. Et pour rebondir, ce que tu dis, ça me fait penser à d'autres éléments aussi, c'est que quand on déploie un outil comme Asana, euh, Asana, c'est un outil voilà, avec un certain nombre de fonctionnalités. Il y a un besoin de mettre en place des conventions. C'est-à-dire que toutes les équipes qui utilisent Asana n'utilisent pas Asana de la même manière. Il y a quand même s'il y a un cadre qui est proposé, il y a quand même un ajustement à faire par rapport au fonctionnement de l'équipe. Et là, on retrouve les éléments dont on a discuté dans la première partie, de culture. Enfin, vraiment, c'est toujours étonnant. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans le fait de répéter ces missions-là. C'est qu'à chaque fois, c'est différent parce que les entreprises ne vont pas fonctionner de la même manière. Et donc, si moi je fais mon travail de déploiement d'un outil sans faire appel à l'intelligence collective du groupe, sans faire appel au fait qu'à un moment c'est eux qui vont prendre en charge le projet et qui vont mener ensemble l'objectif d'aller jusqu'au bout du déploiement, euh, en tout cas cette première phase, si je fais pas ça, moi, je vais apporter plein de biais, c'est-à-dire que je vais mettre en place le asana que moi j'aimerais voir, enfin la manière dont j'ai envie de l'utiliser. Et là, il faut que ce soit vraiment le reflet de leur manière de faire, de leur process, mais de toute leur culture, de toutes ces choses complètement en fait cachées, implicites. Et donc ça, c'est nécessaire en fait que ce soit fait avec de l'intelligence collective, que les idées de OK, là, on a par exemple, quand on déploie, on forme les personnes, et après, on a l'impression que le job est fait, mais en fait, il y a tout le suivi. Et ça, il faut que ce soit
hyper adapté et sur mesure par rapport à l'équipe. Et moi, en étant externe, j'ai jamais les meilleures idées là-dessus. Je peux Mmh. proposer, c'est bien de faire des sessions de questions-réponses, mais est-ce qu'on va les faire par pôle? Est-ce qu'on va les faire par process qu'on a mis en place? Par rapport à quel rituel de l'équipe on va se raccrocher? Et donc, tous ces éléments-là, il y a besoin que ce soit fait en équipe et que du coup, les compétences d'intelligence collective, d'analyse, de prise de décision, de créativité, il faut qu'elles soient mises en germe dans ce projet de déploiement. Complètement. Et ça répond à la résistance au changement dont je parlais à la fin de la première partie, c'est-à-dire que si tu ne fais pas ça en intelligence collective, les gens ne s'approprient pas l'outil. Et en fait, une fois que tu pars, effectivement, une fois que la personne qui a mis en place ça s'en va, bah, potentiellement l'outil il tombe dans les oubliettes, quoi. C'est-à-dire qu'il est plus utilisé. Et, tu l'as constaté, toi, ça t'est arrivé de le constater dans les gens que tu as accompagnés? Oui, oui, au tout début, malheureusement, j'ai bien vu que quand je quand je partais, il y avait un effet, ça retombait. En général, la fin de mes accompagnements était pas très, soignée parce qu'il y a un espèce de pic quand on fait ces projets-là. C'est que tout d'un coup, les gens sont dans l'outil et on a l'impression que c'est fait. Et en fait, c'est que la moitié de cette première partie de déploiement, parce qu'en fait, après le déploiement, techniquement, il est fini, toutes les personnes, elles sont dans l'outil, mais l'outil va vraiment être un miroir de la manière de travailler de l'équipe et donc va évoluer. Donc ça m'est arrivé, par exemple, chez Morning, quand je me suis mise à mon compte, de retravailler avec eux, donc l'entreprise où je bossais auparavant. J'ai refait des missions avec eux quand j'étais à mon compte pour réadapter des projets qui en fait, n'avaient pas suivi la croissance et le changement de structuration de l'équipe. Et donc, il y avait besoin de refaire ça. Donc, c'est intéressant aussi ce Mm. miroir. Et donc, oui, clairement, ça fait partie des trucs où je me dis, bah, si j'avais découvert l'intelligence collective plus tôt, je sais que j'aurais pas fait mes accompagnements de cette manière-là. Et je sais que j'aurais permis une autonomie plus grande dès le début. Et je le vois maintenant dans les accompagnements que je fais. Il y a un moment où le projet il m'échappe un peu. Alors c'est pas toujours très facile, mais où tout d'un coup, bah ça y est, il y a des choses qui se passent et c'est plus moi qui suis en train de les driver. Donc je me dis ok, bon bah là super super signal, ça veut dire que j'ai atteint une partie de mes objectifs. Continuons à travailler pour finir de mettre en place tout ce qui doit être mis en place. Mais oui, tout à fait. L'équipe s'est emparée du projet C'est ça. et ça ne t'appartient plus. Oui. Et quand on aime bien maîtriser, c'est pas toujours très agréable, mais voilà, je me ramène au sens et à me dire, ok, là en fait, si c'est ça qui se passe, c'est que c'est en fait une très bonne nouvelle. Bah oui, c'est que c'est ce qu'on dit en facilitation. Le facilitateur ou la facilitatrice n'est absolument pas maître de la production de ce que le groupe produit. On est là pour accompagner, pour soutenir un process. Mais finalement, la plus grande réussite d'un atelier, c'est quand le groupe s'empare en toute autonomie en fait du sujet, des problématiques et qu'on n'est plus que là vraiment qu'en soutien et qu'on intervient très très peu finalement parce que le groupe a complètement pris son autonomie et s'est lancé et s'est approprié le sujet, quoi. Donc ça Ouais. c'est chouette à observer quand même. Même si c'est inconfortable, ça peut être quand même assez chouette à observer, j'imagine. Oui, c'est chouette à observer quand on sait ce qui se passe et quand on sait les raisons. Et tu me demandais dans la première partie de cet épisode, une rose, une épine, quelque chose qui gratte. Bah là, on est vraiment dans la rose et dans l'épine. Pour moi, ça, Ouais. ça fait partie des éléments où voilà, et où c'est pas l'autre rose épine aussi de ces projets, c'est la facilitation, comme tu le dis, il y a une position neutre. On n'est pas responsable de produire. Moi, quand j'accompagne des équipes sur du déploiement d'Asana, il y a quand même une demande qui m'est faite Ouais. d'avoir une expertise sur l'outil. Donc je jongle aussi un petit peu entre ces postures de là je suis en facilitation, là je suis en expertise et donc un peu dans la partie ouais, conseil, consultante, où parfois je suis moins à l'aise. Je suis moins à l'aise parce que de temps en temps, quand on pousse le curseur de l'expertise trop loin, bah, c'est ce qu'on se disait juste avant. En fait, je finis par déployer mon asana et pas le asana de l'équipe, donc c'est problématique. Mais il faut quand même trouver le juste milieu. En tout cas, dans ces demandes-là, j'ai quand même des choses à apporter sur cette partie-là. Mais il faut aussi que j'arrive à permettre aux équipes d'être aussi ensuite en capacité d'aller chercher les réponses par elles-mêmes. Et ça, je le constate souvent dans les projets, c'est qu'on me pose des questions où en fait, moi, j'ai pas toujours la réponse sur l'outil, parce que l'outil est tellement fourni que il y a des fonctionnalités qui m'échappent un peu. Donc c'est aussi comment est-ce que tu mets en capacité les personnes
à apprendre par elle-même les nouvelles fonctionnalités, à se tenir au courant, à aller creuser, à aller découvrir des trucs de ah bah tiens ça on peut l'utiliser alors que moi c'est peut-être une fonctionnalité que j'ai jamais vue par ailleurs parce que les autres clients que j'ai accompagnés en avaient pas besoin. Donc ouais il y a tout ça aussi à intégrer. Mm, mm. Il y a vraiment dans ce que tu racontes là, je perçois en fait le fait que l'outil doit être vraiment au service de l'équipe et c'est pas l'équipe qui prend l'outil et qui s'adapte à l'outil, mais c'est vraiment l'inverse qui se passe. C'est vraiment réfléchir à son usage, réfléchir à comment nous on fonctionne en équipe et puis on va faire en sorte que le logiciel s'adapte à nous plutôt que l'inverse. En quoi c'est vraiment cette donnée-là est importante pour toi et pour mieux travailler en équipe? C'est une bonne question. En fait, ce qui est pas facile déjà, c'est que au début, ça reste quand même un outil qui est nouveau. Mm. Donc au début, il y a quand même un peu l'équipe qui s'adapte à l'outil parce qu'il y a une phase d'apprentissage. Mais ensuite, effectivement, c'est nécessaire que ce soit l'outil qui s'adapte au... Enfin, que ce soit, pardon, le... Oui, c'est ça dans ce sens-là. L'outil qui s'adapte à l'équipe. Euh, En fait, c'est nécessaire parce que c'est... Comment dire ça? Euh, Ouais, je sais pas, enfin, c'est le fondement même d'un outil, quoi. Mm. Tu vois, j'ai même des difficultés à répondre à ta question parce que ça me semble tellement être une évidence qu'il faut que je détricote pour savoir pourquoi ça pourrait être un peu différemment. Est-ce que Mm, tu veux un autre... Enfin, j'ai un témoignage, en fait, dans mon entourage proche d'une équipe qui a déployé un CRM, je crois, ou un mm, ERP, enfin, quelque chose pour gérer du commercial. Et en fait, pour plein de critères et pour plein de raisons, la direction avait choisi cet outil-là, mais sans vraiment choix, enfin, avec des critères plutôt financiers ou alors de popularité d'avis sur les copains entrepreneurs, dirigeants d'entreprise qui trouvaient que l'outil était vachement bien. Et sauf que derrière, ils se sont retrouvés à avoir des vraies difficultés de déploiement en fait au sein de l'entreprise parce que c'était pas forcément l'outil le plus adapté en fait à l'équipe et à son fonctionnement et au process en place et que du coup le déploiement a été a été source de souffrance en fait dans l'équipe parce qu'il a fallu vraiment presque revoir tous les process et détricoter, déconstruire plein de choses en fait qui fonctionnaient qui fonctionnaient bien quoi. Donc ça a été une souffrance et voilà, c'est un peu c'est ça ma question, c'est comment on choisit un bon outil collaboratif? Est-ce qu'il faut prendre celui qui est le meilleur ou est-ce que faut plutôt bien réfléchir en amont de quoi on a besoin avant d'aller chercher un outil? C'est aussi un peu ma question en fait. ouais. Ouais, je comprends ta question. C'est sûr que la partie besoin, elle est fondamentale et de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on privilégie. Et effectivement, les outils vont venir forcément impacter la manière de travailler et vont pouvoir orienter dans un sens ou dans l'autre. J'ai cet exemple qui me vient en tête, mais on parlait de la confidentialité un peu plus tôt. Si on est dans une entreprise où la confidentialité, elle est énorme, on ne peut pas utiliser des outils qui favorisent uniquement la transparence et l'ouverture. Il y a un moment où ça va coincer. Il y a une loi, alors je l'ai un peu, enfin elle est un peu approximative dans ma tête, mais c'est la loi de Conway qui dit en gros que les organisations créent des systèmes à l'image de leur manière de communiquer d'échanger. Donc en fait, si on regarde une organisation, ses méthodes vont être à l'image de la culture et les outils vont être à l'image de la méthode et de la culture. Ce qui est intéressant, ça veut dire que quand on vient mettre en place un outil collaboratif, on va en fait de manière indirecte influer sur OK, là, l'outil est collaboratif, donc il va forcément falloir que dans nos process, on ait plus de collaboration et que dans notre culture, on ait plus de collaboration. Donc ça peut être aussi un point d'entrée pour créer plus de coopération dans les équipes. Mais donc à l'inverse, si on prend un outil qui fonctionne pas et qui est pas dans cette lignée-là, ça va coincer. C'est ce dont tu témoignes, quoi, de la souffrance et de la douleur, et on va essayer de contourner, et puis en fait, ça va pas marcher. Donc en amont, la partie cadrage, de se poser les bonnes questions, elle est hyper importante parce que
les fonctionnalités sur lesquelles on va peut-être pas pouvoir jouer vont impacter l'accès aux infos, vont nous permettre par exemple d'avoir des fonctionnalités qui vont être hyper puissantes pour résoudre un point de tension opérationnel ou à l'inverse, vont pas du tout avoir les fonctionnalités qui vont permettre de résoudre ce truc-là qui est vraiment un enjeu pour l'organisation. Je pense à l'équipe avec laquelle je bosse à mi-temps. On est là-dedans, on est en train de réfléchir à changer certains outils parce qu'il y a des limites purement fonctionnelles. Voilà, l'outil ne tient plus, quoi. Et cette vision, elle n'est pas évidente à Mhm. construire. D'ailleurs, on va la construire en intelligence collective parce qu'en fait, encore une fois, c'est des outils qui sont transverses. Donc, il y a besoin d'avoir une vision partagée. Et donc, on va faire des ateliers avec de la facilitation pour se mettre d'accord et éviter voilà, revenir en arrière. Et il faut qu'on ait un socle pour pouvoir ensuite chercher l'outil ou les outils qui vont bien s'adapter. Et oui, ça, c'est essentiel. Ouais, dans l'appropriation des équipes, le fait qu'elles aient été consultées avant, qu'on en ait discuté avec elles sur ce qui existait et pas donc diagnostic de ce qui existe, de ce qui fonctionne déjà bien, de ce qui fonctionne pas, c'est essentiel en fait. Et de quoi elles auront de quoi elles ont besoin pour mieux travailler ensemble, c'est le cœur quoi. Mm. Et tu vois, en te parlant, j'ai un truc qui me vient en tête et que j'avais jamais formalisé comme ça. Mais en fait, toute l'ambivalence, c'est de trouver un outil qui correspond à nos besoins, tout en se laissant une petite opportunité d'être surpris à certains endroits, parce que l'outil va pouvoir venir, va nous permettre de faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire auparavant. Mm. Et où là, il peut y avoir de la richesse. Ah tiens, je reprends l'exemple d'Asana. Ah tiens, on est obligé de se formuler des demandes hyper précises et parfois d'attribuer une tâche à son responsable. Ok, bah c'est intéressant en fait de se dire, je me rappelle d'équipes où ils m'ont dit, mais moi, je n'ose pas, tu sais, ils chuchotaient un peu en me le disant, je n'ose pas attribuer une tâche à mon manager, c'est pas possible. Ok, bah pourquoi en fait Donc là, il va y avoir aussi des prises de parole ou des choix qui vont être faits de dire, en fait, c'est ok de pouvoir attribuer une tâche qui peut paraître un peu comme un ordre, comme une demande, de dire, ok, en fait, maintenant, chacun peut demander à son manager, à son collègue, de faire quelque chose. Mm. Ouais, c'est hyper intéressant. Je mesurais pas l'impact en fait qu'un outil collaboratif quand effectivement le déploiement est bien accompagné, ce que ça peut venir chercher en fait dans les fonctionnements d'équipe et dans les questionnements d'équipe, c'est hyper intéressant ce que tu livres là. Je pensais, tu vois, vraiment pas du tout. Donc c'est vraiment au service opérationnel, mais c'est aussi au service de la réflexion en fait de l'équipe. Donc c'est hyper chouette, intéressant. J'y pense là parce que j'entreprends en coopérative et j'ai une collègue au sein de la coopérative qui s'appelle Louise Didier, peut-être que tu la, Ah tu oui. la connais, qui déploie, elle, la plateforme YesWiki. Qui est beaucoup plus ouvert, hein, qui est un outil, je crois, si je dis pas de bêtises, en licence libre, enfin quelque chose qui est moins commercial que Asana. Et qui est vraiment du coup un outil là pour le coup qu'on peut, de ce que j'en ai compris, qu'on peut vraiment façonner à ses besoins. C'est aussi qui est hyper intéressant. Mais Asana semble aussi être assez façonnable et de ce que tu en parles assez adaptable en fait aux besoins de l'équipe. Donc c'est intéressant. Est-ce que toi, dans les expériences là dans les équipes que tu as accompagnées, t'as une histoire qui t'a particulièrement marqué? Un cas client que tu t'es dit là, waouh, il s'est passé un truc. Oui. Oui, oui, j'ai un. Et ben, tu vois, le moment de bascule entre mes projets d'avant où c'était moi qui les portais et un moment où là j'ai réalisé que la méthodologie que j'avais modifiée grâce à la facilitation et l'intelligence collective, où j'ai vu le premier impact et je m'en rappelle très bien. On va dire avant, quand je formais à Asana les équipes, moi le principe c'est que Asana étant une page blanche, on fait en sorte que quelques utilisateurs puissent commencer à créer des projets qui vont être concrets pour pouvoir former tout le reste de l'équipe. Parce que sinon, en fait, on arrive sur une page blanche et donc on forme les gens à créer et à organiser leur process, ce qui est quelque chose de difficile. Alors que là, voilà, vous avez déjà en fait un projet qui est déjà construit dans l'outil, donc vous allez pouvoir découvrir l'outil par ce biais-là.
Et sur mes accompagnements avant, la formation, c'était moi qui la faisais de A à Z. Et donc, je me retrouvais à former des équipes sur un process que je ne maîtrisais pas, que j'avais travaillé avec ce que j'appelle les designers, mais c'était pas mon process, c'était le process de l'entreprise. Donc, ça faisait des éléments, des postures parfois un peu délicates parce que dans ces moments de formation, il y a des questions sur comment est-ce qu'on utilise l'outil, mais il y a aussi des questions sur ah bon, mais ce process finalement c'est comme ça, puis comme ça, parce que comme on vient le mettre noir sur Mm. blanc, et ben ça pose voilà. Donc c'était en fait assez inconfortable. Et je me souviens de la première formation où la personne qui avait fait le design du process a pris la parole en fait et a dit bah attends sur cette partie-là je présente. Et là je me suis dit ah oui en fait moi mon rôle c'est de former sur les basiques de l'outil parce que c'est moi qui fais découvrir cet outil-là et c'est mon rôle sur cette partie-là, il faut d'avoir l'expertise, les fonctionnalités de base. Et après, quand on passe sur la partie interne, et donc la première partie, pardon, est complètement générique, hein, c'est un truc que je pourrais presque enregistrer et faire toujours de la même manière, même si je le fais jamais de la même manière, mais voilà. Et donc là, la personne a pris la parole et en fait a pris en charge la suite de la formation. Et là, j'ai compris ce que c'était que cette posture en fait de faire avec et où en fait tu fais les choses qui sont de ta responsabilité et l'autre fait les choses qui sont de sa responsabilité. Et je suis sortie de là avec ouais, vachement d'énergie parce qu'en fait les formations d'avant elles me demandaient énormément d'énergie parce que j'étais pas à ma juste place. Et donc ça, ouais, ça a été une révélation et je me suis dit oui en fait il faut que je remette le curseur de la responsabilité du déploiement au bon endroit. Ouais, complètement. Oui, et puis c'est d'autant plus puissant quand c'est des collègues qui vont te dire ah bah oui mais si regarde on peut faire les choses comme ça, le logiciel permet ça, puis moi j'ai découvert qu'on pouvait mettre ça en place et là c'est encore plus l'appropriation est plus facile entre guillemets que si c'est quelqu'un d'extérieur qui dit bon bah voilà moi je suis un expert et puis je vais vous dire comment ça fonctionne quoi. Ouais, exactement. Mm. Ouais, c'est comme quoi la question de l'appropriation et de l'engagement et de la participation, qui est une valeur forte en intelligence collective, de toutes les parties prenantes, ouais, c'est vraiment au cœur du mieux travailler ensemble. À partir du moment où tout le monde s'engage et tout le monde est impliqué, ça fonctionne mieux, quoi. Ça fonctionne C'est mieux. ça. Il y a une... À titre d'exemple, avant dans mes accompagnements, je proposais de rester un peu en support après la fin de l'accompagnement officiel et en fait, ce que ça générait, c'est que les équipes continuaient à compter sur moi pour répondre à des questions où en fait, tu vas sur le site de l'outil et tu as des FAQ qui en général sont très bien faites et qui répondent à ces questions-là. Alors, le but c'est de pas tout lâcher et de plus être là, mais en fait quand on est sur des questions vraiment basiques sur l'outil, moi quand je vois ça, ça me dit ah oui, là en fait l'équipe elle n'est pas encore en capacité d'aller chercher les réponses par elle-même et c'est pas l'objectif. Donc ça c'est des éléments aussi qui me permettent d'ajuster et de voir Ouais, comment comment tu... leur permettre d'être autonomes. Ouais. C'est des signaux faibles ou forts, je sais Mm. pas, mais en tout cas, c'est des C'est des sacrés, signaux. des sacrés signaux, complètement. Il y avait une question qui me venait, mais je ne l'ai plus, mais c'est pas grave. Ça va revenir. Moi, j'ai un élément aussi à te Ouais, partager pendant que la question te revient en mémoire. C'est qu'on a parlé un peu outils commerciaux versus libres, etc. Moi, ça fait partie des éléments sur lesquels je m'interroge et on va dire que j'ai découvert Asana en bossant, j'ai vu la puissance de cet outil-là. Donc après, il y a eu un espèce de, bah, en fait, je continue à utiliser cet outil parce qu'il est super. C'est assez difficile dans tous ces outils de trouver, en fait, de lâcher l'efficacité qu'ont ces outils ou ouais. sur voilà, derrière, il y a des modèles économiques qui font que et Bah encore, oui. ils sont pas toujours très, très robustes. Il y a eu des crises à des moments voilà, des fragilités sur, même des outils commerciaux, Asana, ça a été fondé par 2 personnes qui étaient chez Facebook avant. Ouais. Donc en termes d'éthique, de morale, tout ça, c'est pas voilà. Enfin, tu sais, parfois, tu te dis: «Ah, c'est bon, je préférais bosser avec du, 100 libre, open source et cetera». Et donc pour moi, c'est un sujet de tension et de débat. J'ai jamais fait l'effort d'aller assez regarder suffisamment ce qui existe, mais je suis sûre qu'il en existe des outils comme ça et on pourra demander
à Louise de fournir une liste avec notamment YesWiki que tu as mentionné. Mais c'est toujours ce débat et cette question de clairement, Asana, c'est un outil efficace. Donc, est-ce que tu privilégies un outil efficace où ça va permettre d'alléger une certaine charge des équipes en termes, voilà, ça va leur permettre une certaine performance et tu recentres toute la valeur ajoutée, enfin ouais, le surplus de- ouais, tout ce surplus si tu es efficace, tu as plus de temps pour faire des choses et donc ça, tu peux le recentrer au service de quelque chose de mieux, quoi, avec tout ce qu'on connaît en ce moment, ou est-ce que tu fais le choix d'aller sur des outils qui ont des valeurs beaucoup plus fortes, mais qui parfois, pour certains, hein, pas tous, n'ont pas toujours le même niveau de Mm. fonctionnalité et donc te limitent. Voilà, ce débat, il est toujours un peu là, donc c'est d'essayer d'ajuster, de se dire comment est-ce que je privilégie un Framadate ou un Doodle. Mm. Donc c'est presque un choix militant parfois. Oui, il y a le choix militant, mais dans tout ce qu'on s'est dit aussi, c'est d'où l'importance de bien cadrer les besoins. En fait, Mm. les besoins, c'est pas seulement de quoi on a besoin, mais c'est quelle énergie aussi on est prêt à déployer dans ce projet-là d'outils collaboratifs. Est-ce que le collectif peut se permettre de partir de zéro et de créer son outil vraiment sur mesure? Est-ce que on a les moyens? Enfin, il y a tout ça, d'où l'importance aussi de cadrer bien les besoins. Et c'est là que me revient ma question. C'était parfait l'enchaînement. C'est justement toi, est-ce que ça t'est arrivé par exemple de refuser une mission parce que tu t'es aperçu que le logiciel Asana n'était pas le logiciel ou la plateforme qui convenait à l'équipe qui venait te chercher? Est-ce que ça t'est arrivé? Ça m'est en général, les équipes, la plupart des missions que j'ai faites, les équipes avaient déjà commencé à déployer Ah oui. Asana et se rendaient compte que difficulté d'appropriation. J'ai fait aussi des missions où, vraiment, au tout démarrage, ils savent qu'ils ont besoin d'être accompagnés et donc en général, ça aussi, c'est un bon indicateur parce que ça veut dire que, voilà, il y a une conscience que c'est pas juste un outil, que ça va un peu au-delà de ça. Mais parfois, on se lance parce que ces outils ils se vendent aussi comme étant hyper faciles d'appropriation, mais Mm. avec tout ce qu'on s'est dit, ça va un petit peu plus loin que ça. J'ai jamais eu à refuser en disant Asana convient pas. Je sais les cas de figure où ça pourrait ne pas convenir. Après, là, on parle d'outils qui sont quand même très transverses. Ouais. Si demain j'ai une boîte qui fonctionne pas du tout en gestion de projet, je suis pas sûre que ça va fonctionner. Par contre, il y a des endroits où on me dit, «Est-ce que ça, on peut le mettre dans Asana?» Et là-dessus, il y a plein de moments où en fait non, c'est pas possible. Mm. Si on a envie d'exemples très concrets, par exemple, quand on va commencer à manipuler des données, quand il va y avoir beaucoup de traitements des calculs, des choses comme ça. Alors certes, ils ont développé plus de fonctionnalités maintenant, mais il y a des moments où en fait, un Excel, avec une version en ligne, pour éviter les téléchargements, les Mm. versions, multiples dans tous les sens, ça ne peut pas rentrer dans Asana. Faire un CRM dans Asana, c'est pas toujours très adapté. Donc, je sais que parfois certains tordent un peu l'outil. Moi, j'aime pas trop ça. Et puis en plus, je suis pas maquée avec Mm. Asana. J'accompagne aussi sur Monday ou sur des choses comme ça. Et c'est important de savoir les limites parce Mm. que ça revient à ta question de tout à l'heure. En fait, si on essaye de tordre l'outil à un besoin qui est pas le bon, enfin si on essaie de tordre l'outil pour un besoin et que ça, enfin, toujours à un moment, ça nous revient dessus, quoi. Il y a un moment où Ouais. ça, où Ou le, ça, où ça tient pas, quoi. ouais, le boomerang revient Ouais. et voilà. Être complètement. Parce que du coup, oui, ça t'arrive aussi de déployer, donc au-delà d'Asana, d'autres outils en complément ou à côté, ou ça t'arrive voilà, en fonction justement de ta phase de découverte de comment fonctionne l'équipe, ou au fur et à mesure du déploiement, de s'apercevoir qu'en fait, il y a une fonctionnalité qui va être nécessaire et qu'il faut la développer soit dans Asana, soit ailleurs. Ça t'arrive, ça aussi? Parfois, je laisse la main sur ces aspects-là, parce que moi, mon enjeu, j'ai pas envie de me spécialiser pour aller très très loin techniquement dans l'outil. S'il y a des besoins, à ce moment-là, j'ai d'autres entreprises autour de moi qui font ça beaucoup mieux que moi, parce que j'ai envie de rester sur la partie vraiment
bah, en fait, déploiement, quoi. C'est la Mm. partie projet qui m'intéresse. Et j'ai aussi de plus en plus de missions où Asana est une petite partie où en fait on va davantage aussi réfléchir sur c'est quoi une gestion de projet en intelligence collective. Donc de mettre en place Asana, ça permet de découvrir concrètement ce que ça peut être, mais ensuite si on a envie de pouvoir le répliquer sur d'autres projets, il faut aller un peu plus loin. Il y a quand même des temps de formation, il y a quand même des temps où on va expliciter ce qu'on est en train de faire. Là où parfois sur Asana, la demande de mon client, c'est pas d'être formé sur un Mm. projet en intelligence collective. Je le mets au service d'eux parce que ça me permet de rendre ce déploiement réussi. Mais c'est pas le but. Donc de temps en temps, je fais des petites touches, mais je suis vigilante à pas donner une intention à mon client qu'il n'a pas. Donc c'est pour ça que je développe aussi toute une partie sur comment est-ce que on peut découvrir la gestion de projet avec une partie intelligence collective. Donc le but, c'est de pas renier tout ce qui se fait en gestion de projet parce qu'en fait, il y a plein de choses, mais c'est à des endroits de les colorer avec de l'intelligence collective. Et ça, je me rends compte que à Annecy, autour de moi, j'ai fait beaucoup de missions à distance parce que je me Mm. suis mise à mon compte au moment du Covid. Donc, il y avait vraiment ce truc de, bah, en fait, on va mettre en place un outil collaboratif qui va nous permettre de vivre aussi ce lien à distance. J'ai aussi envie d'avoir plus de missions en local parce que c'est important pour moi. Et donc là-dessus, Asana va venir, ça va être une petite brique de projet, d'une offre plus sur la gestion de projet et le Mm. pilotage de programmes de projet. Parce qu'il y a beaucoup de questions aussi là-dessus. Mm, mm. Ah ouais, et puis la facilitation, là, pour le coup, en intelligence collective, c'est vraiment quelque chose qui est complètement adapté à la gestion de projet et qui est vraiment un soutien et un vrai gage d'efficacité, de sécurité, en fait, dans la gestion de projet, dans tout le processus. Ça sécurise bien toutes les étapes et ça engage tout le monde. Enfin, moi, je le vois, là, je pense que tu le constates aussi, la puissance de ce que ça crée comme engagement, en fait, des équipes dans ces projets et dans l'appropriation des projets, c'est assez fou. Ouais, exactement. Et puis ça permet aussi que tout ne repose pas toujours sur les managers ou les chefs de Mm. projet. Parce qu'en fait, je trouve ça terrible de voir à quel point, pas que ce soit pas nécessaire, mais le nombre de formations qu'il y a dédiées au manager. Alors certes, le manager, il peut avoir ce rôle de facilitateur, mais je trouve qu'avec la facilitation, on va aussi apprendre aux équipes à travailler ensemble et à mettre chaque personne en position de coéquipier. Et je trouve que c'est intéressant en fait de décentrer un peu la charge Mm. sur le groupe dans son ensemble et comment chacun peut venir prendre ses responsabilités à certains endroits. Et oui, parce que je trouve que la charge portée par les managers dans les entreprises, elle est très lourde. Ouais, ouais, et puis je fais souvent le parallèle avec les injonctions sur la parentalité, mais on retrouve le même type d'injonction hein, sur les parents et sur les managers. Soyez parfaits, il faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Enfin, c'est assez fou ce qu'on peut voir passer, notamment sur les réseaux professionnels, les réseaux sociaux professionnels. C'est dingue, quoi. Alors que l'autonomie, l'engagement des équipes, ça allège tellement de choses aussi pour le manager et ça lui permet d'être pleinement à sa juste place, qui est celle d'accompagner, de faire grandir l'équipe, de faire émerger les talents. Enfin voilà, on oublie souvent en fait que les managers sont des humains aussi avant tout et que c'est une lourde charge d'avoir une équipe sous sa responsabilité. Donc arrêtons de taper sur les managers. Si j'ai un message à faire passer, c'est un peu ça aussi. On se révolte là, stop. On arrête de taper sur les managers et on donne plus de place Aux aux équipes, équipes. Ouais. complètement, complètement. On arrive à la fin de notre échange. Et avant de clôturer, est-ce qu'il y a vraiment un truc là notre échange n'aurait pas pu permettre que t'exprimes, voilà, une idée que tu n'aurais pas pu exprimer dans notre échange, que tu aurais envie de confier là avant qu'on se quitte? Oui, bah, c'est peut-être la suite de ce qu'on était en train de se dire juste avant, mais je crois qu'un truc qui m'anime au quotidien et qui me donne vraiment envie de continuer à bosser sur ces sujets-là, à mettre la facilitation, enfin voilà, à faire découvrir en fait de manière un peu indirecte la facilitation, l'intelligence collective, c'est quand je discute avec des copains, enfin il y a deux choses. Quand j'explique mon métier, que j'aide les équipes à mieux travailler ensemble, 100% du temps, on me dit ah oui, ça c'est nécessaire.
Et l'autre élément aussi, c'est quand je discute avec des copains sur leur job et que certains ont parfois enfin, sont en charge d'équipe, c'est très souvent que revient ce truc de gérer l'humain, c'est pas facile. Et, hum, et en fait, je trouve ça terrible qu'on en soit là et je me dis, il y a vraiment des possibilités de travailler autrement. Et ouais, je crois que c'est ça que j'ai envie de partager, quoi. C'est que la coopération, elle est possible. On passe quand même beaucoup de temps au boulot et ouais, c'est trop dommage que ce soit que ce soit encore des lieux de souffrance et on peut peut-être faire un petit pont avec la semaine qui était la semaine passée, je crois, de la qualité de vie au travail, ouais. Ouais, complètement, tout à fait. Et évidemment que nous sommes aussi acteurs et actrices de la qualité de vie au travail à travers nos façons de faire travailler les équipes. Est-ce que toi, tu as une source d'inspiration, un livre, un documentaire ou quelque chose qui t'a particulièrement inspiré sur les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui ? Ouais, tu m'avais envoyé cette question, la seule question que tu m'avais envoyée en amont, donc j'y ai réfléchi. Et ce qui est marrant, c'est que enfin les deux livres qui me sont venus en tête en premier n'ont rien à voir avec les outils collaboratifs. Et donc je pense que c'est dire à quel point ces outils ils sont au service d'eux. Les deux livres, moi, qui m'ont marqué dans mon parcours, bah, le premier c'est Frédéric Laloux, Ouais, Reinventing Organizations. Ça, voilà, je pense qu'il est souvent cité, mais ça a été un énorme déclic. Et le deuxième que j'ai lu plus récemment, parce que la facilitation dans mon parcours est plus récente, c'est le livre de Jean-Philippe Poupart, Devenir ouais, facilitateur, parce qu'il est hyper concret et que je trouve qu'il vient ouais, vraiment poser des éléments hyper solides pour en fait continuer à développer ces pratiques-là. Donc ouais. j'ai adoré. C'est le premier livre que j'ai lu avant de me former, tu vois. Et Mm. c'est le livre qui m'a donné envie de me former parce que je me suis dit, ok, très bien, bon bah on y va quoi. Il n'y a pas à tortiller, on y va. Merci pour ces deux sources. Et je termine toujours mes échanges avec deux questions. Les invités en choisissent une à laquelle ils répondent. La première, c'est avec quoi tu repars de notre échange ? Et la seconde question, c'est quel serait pour toi le prochain petit pas que tu aimerais faire dans un collectif auquel tu appartiens pour plus de coopération ? Ok. Et je choisis une des deux questions, c'est ça? Ouais, tu choisis une Ok. des deux questions. La première, les réponses, elles m'ont sauté au visage. Avec quoi je repars? De la gratitude pour tes questions. Je trouve ça toujours. J'adore cet exercice en fait d'être interrogé parce que ça permet de réfléchir à des trucs auxquels j'avais pas pensé. Donc de la gratitude pour tes questions. Et puis je réalise à quel point je me vois gesticuler là depuis qu'on enregistre. Et en fait, je me rends compte à quel point ça m'anime ces sujets et c'est précieux de sentir cette énergie. Donc merci pour ça. Bah, merci pour ton énergie justement et puis pour tous tes cheminements de pensée qui, je pense aussi, j'espère, éclaireront nos auditeurs et nos auditrices sur les situations qu'ils rencontrent dans leur situation de travail et potentiellement sur les outils collaboratifs qu'ils utilisent. Donc, merci pour tous ces échanges. À très bientôt, Chloé, j'espère. Merci Claire. À bientôt. Merci à Chloé pour ce qu'elle nous a partagé dans ces deux épisodes. Si vous avez aimé cet épisode justement et cette conversation, je vous invite à la partager autour de vous ou à lui attribuer 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast. C'est la meilleure manière de soutenir mon travail et de diffuser l'esprit de coopération autour de vous. Le sujet de la coopération, du mieux travailler en équipe vous interpelle et aiguise votre curiosité. Je vous encourage à vous abonner à ma newsletter Graines de coopération que j'écris et j'envoie à peu près tous les 15 jours. Je vous mets le lien d'abonnement dans la description de l'épisode. À bientôt, et en attendant un prochain épisode d'Esprit de coopération, prenez soin de vous.